Il est vraisemblable qu'il a été écrit par un moine. Je peux pas dire du mal des bébés, j'en ai un qui arrive dans 3 semaines. Bonjour, nous sommes à la librairie de Paris, place de Clichy, près du Vepler. Le Vepler, un lieu essentiel d'histoire de France, c'est là que le voyage au bout de la nuit de Céline a commencé. Donc ici il y a plein de livres, alors j'aime bien. Avant d'être un auteur, il faut lire, c'est le plus important. Les gens qui vous disent j'ai plus le temps de lire, ça peut pas être des auteurs. Parce que selon moi, en tout cas, un auteur, c'est avant tout quelqu'un qui dévore les ouvrages des autres. Et après, c'est une angoisse qui va amener à écrire. Mais moi j'ai besoin d'entendre des voix en permanence. Alors il y a un auteur qui a été central dans mon travail, pas seulement dans le mien d'ailleurs, c'est Isaac Babel. Il y a un ouvrage qui s'appelle Cavalerie rouge où il raconte sa vie de soldat pendant la Révolution. Il y a un ouvrage qui est cher à mon cœur qui s'appelle Récits d'Odessa. Dans les Récits d'Odessa, il invente un brigand juif qu'il appelle Beniakrik, qui se trimballe dans une voiture rouge et qui emmerde tout le monde. Tous les truands juifs bizarres d'Il était une fois en Amérique viennent de chez Isaac Babel. Donc je ne peux pas vous recommander davantage de lire Isaac Babel. Et si on reste près de chez les Russes, enfin là en l'occurrence on est encore en Ukraine, il y a Nicolas Gogol qui est également là-dedans, qui est dans le tragique comique, qui est dans l'excès. Son livre le plus cinématographique, celui qui va, si on veut être sûr de séduire avec Gogol, on fait lire Taras Bulba. Il y a cet ouvrage illustré par Crumb sur Kafka, où tout est dessiné et ça devient, à mes yeux en tout cas, ça devient très drôle. C'est sans doute celui qui a annoncé et qui a compris le mieux possible le XXe siècle qui arrivait et toutes ces tragédies. Donc le roman de Renard, c'est l'histoire d'un truand. C'est l'histoire d'un personnage qui ment à tout le monde, qui arnaque tout le monde, qui vole ses amis. Et évidemment, c'est mon préféré. Et c'est l'ancêtre de tous nos valets de théâtre. Il n'y aurait pas eu Scapin s'il n'y avait pas eu Renard. Il n'y aurait pas eu tous les voyous qu'on a. Il n'y aurait pas eu Belmondo qui fait le couillon sur des balcons si on n'avait pas eu le roman de Renard. Et je suis en train de travailler dessus pour Gallimard Jeunesse. Je suis en train de faire une bande dessinée qui va s'appeler La chanson de Renard et qui emmène ce personnage de Renard à la rencontre d'autres personnages de notre Moyen-Âge, c'est-à-dire des personnages de Rabelais, c'est-à-dire des personnages de Marie de France. Mais j'ai eu le sentiment que c'était celui en qui j'avais le plus envie de m'incarner. Et à titre personnel, il n'y aurait pas eu de Chat du rabbin s'il n'y avait pas eu le roman de Renard. Anne Rice, c'est formidable. Anne Rice, elle est de la Nouvelle-Orléans, elle est quelque part. Voilà. Et elle a fait, vous avez sans doute vu le film Entretien avec un vampire. En réalité, il y a une vingtaine d'ouvrages avec des vampires, des momies, des fantômes, des sorcières qui se répondent d'un bouquin à l'autre. Et avant beaucoup d'autres romanciers, elle a inventé, je ne sais pas si ça s'appelle un multivers, mais elle a inventé des ouvrages qui se répondent les uns aux autres avec des citations sans fin ou quoi. Mais tout ça, à mes yeux, ça n'arrive pas à la cheville de Stephen King. Stephen King, c'est selon moi le plus grand auteur vivant depuis la mort de Philip Roth. Et c'est un type qui, depuis les années 60, nous emmène explorer le monde réel à l'aide de monstres, à l'aide de terreur, et à l'aide là encore de peurs qui viennent de l'enfance. Quand il raconte ses traumatismes enfantins, la nounou était obèse, s'asseyait sur lui et lui pétait au visage. Voilà. Les monstres de Stephen King, ils viennent entre autres de là. Et mon livre préféré de lui, c'est le premier, c'est Salem, c'est son récit de vampire, c'est son hommage à Dracula, et il racontait qui voulait refaire un Dracula, qui voulait faire un Dracula moderne, donc qui se passe dans sa ville, dans le Maine, et il voulait que dans ce Dracula, le vampire gagne et se débarrasse de tous les enquêteurs humains. Manque de bol, ces personnages se sont révoltés, et ces personnages ont réussi à vaincre le vampire, pareil que dans le vrai Bram Stoker. Allons voir des bandes dessinées. L'inventeur, selon moi, de la bande dessinée moderne, mais aussi 40 ans avant, l'inventeur des super-héros, c'était Will Eisner. Il a fait ce qu'on a appelé le premier roman graphique. Je ne sais pas bien ce que ça veut dire qu'un roman graphique, mais toujours est-il que dans Un pacte avec Dieu, on a un texte qui a la profondeur des nouvelles de Malamud ou des nouvelles de Philip Roth, c'est-à-dire ce sont des nouvelles qui parlent du vrai monde. Et le dessin permet à Will Eisner des inventions que le roman n'autoriserait pas. Il y a sa New York trilogie formidable, trois énormes livres sur New York, avec des histoires parfois sans parole. Il y a une histoire bouleversante où il montre uniquement les déchets des gens, ils montrent les poubelles en une double page, et à la fois c'est de l'urbanisme, c'est du social, c'est de la critique, parce qu'on voit les pauvres qui ont d'énormes poubelles, et puis les riches qui ont leurs poubelles très chic. Et il réussit à être humaniste malgré tout. Corto Maltese en Sibérie, c'est une merveille. C'est une merveille. Pratt, c'est un grand écrivain, c'est un écrivain d'aventure. Il travaille sur le récit d'enfance à la Jack London, et il en fait une épopée. Okay. Et
Il faut lire Hugo Pratt. Il faut lire Hugo Pratt. C'est la filiation depuis les bandes dessinées d'aventure américaines à la Milton Caniff, réinventée, mise cul par-dessus tête politiquement, parce que Pratt était beaucoup plus anarchiste que ses modèles américains. Et c'est passionnant. Enfin, je crois qu'on est beaucoup à avoir aimé l'histoire, avec un grand H, grâce aux bandes dessinées de Hugo Pratt. Les meilleurs BD de Tardis, et c'est plus drôle. Moi, c'est Adèle Blanc-Sec que je préfère, parce que c'est de l'aventure, mais c'est de l'aventure tragicomique. C'est raconté comme du roman populaire début de siècle. Et on parle beaucoup en ce moment d'image de la femme. Je crois que Adèle Blanc-Sec, c'est une des premières héroïnes auxquelles on a le plus envie de s'identifier si on est une femme. Je veux dire, moi, en tant que femme, je m'identifie beaucoup à Adèle Blanc-Sec. Parce qu'elle n'est pas sexualisée par le regard d'un homme, parce on voit dès le début qu'elle a son destin en main, y compris il y a des scènes d'un érotisme fou dans Adèle Blanc-Sec. Quand elle prend son bain, c'est extraordinaire. Mais elle le prend pour elle-même. Elle le prend pas pour le regard d'un voyeur qui va passer par là. Ça, c'est extraordinaire. Jeff Loeb et Tim Sale. Ça, c'est un Batman de film noir. Batman, c'est un détective avant tout. Donc, à chaque fois qu'il revisite les codes du film noir, j'adore. Moins il a de super pouvoirs, moins il est filmé en grand angle, plus c'est intime, plus ça ressemble à un film de Melville, plus je suis content, Batman. Le plus grand, c'est le Dark Knight de Frank Miller. Donc, Frank Miller, il est arrivé aux bandes dessinées. On lui a confié Daredevil, qu'il ne connaissait pas. Lui, il connaissait que Spider-Man. Et il a commencé à redessiner et réécrire Daredevil en le mettant dans Hell's Kitchen, dans le pire coin de New York, et en lui faisant des aventures de dealers, de drogués, de bagarres, de trucs. Et Frank Miller, quand il a repris Batman, il s'est dit, bon, ok, c'est un personnage qui a une 60aine d'années, qui est ultra-violent, qui est revanchard, qui a dû prendre du bide, qui est globalement d'extrême droite. On va mettre en scène ça. On va faire un énorme vigilante d'extrême droite dans une ville qui, de toute façon... Frank Miller, c'est un type très nihiliste pour qui il n'y a rien à sauver. Donc on va chercher vainement des gentils dans ses aventures. Batman est véritablement une ordure dans son histoire, mais les autres sont tellement encore pires qu'on est content quand il défonce la tête de quelqu'un. Enfin voilà, si vous l'avez pas déjà lu 10 fois, je vous recommande vivement cet album qui est formidable. Je crois que toute la renaissance cinéma et télé de Batman est venue de ça. À mes yeux, ça n'a pas été dépassé à ce jour. Charles Schulz, l'auteur de Snoopy, il est pasteur. Donc pendant toute sa vie, il a parlé au temple à des gens, il leur parle de sagesse, de vie, de mort, de tout ça. Et il a raconté tout le vague à l'âme, toutes les angoisses de la jeunesse américaine dans les Peanuts, dans Snoopy, avec ce petit garçon, Charlie Brown, qui n'a jamais réussi à foutre son pied dans le ballon à chaque fois qu'il essaie de jouer au football. Si vous avez jamais lu ça, il faut vous jeter dessus. Il y avait un truc en dessin chez Charles Schulz formidable, c'est qu'il crayonnait les corps des personnages, mais il crayonnait pas les visages. Il les laissait en vide et il les improvisait pour que le personnage soit le plus vivant possible, pour que le personnage joue le mieux possible. Ça fait partie des auteurs que j'ai toujours près de ma table, parce que quand j'ai l'impression que mon dessin devient tout mou ou que mes personnages ont l'air de rien raconter du tout, j'ouvre un Charles Schulz. Il y a des dessinateurs ou des dessinatrices qui, dès le premier trait, vous emmènent, vous entraînent. Et c'est pas forcément parce que ce sont les meilleurs, c'est parce qu'ils ont inventé un code dans lequel le lecteur se reconnaît. Ils ont une voix, comme les chanteurs. Je pense pas que Georges Brassens est la plus belle voix du monde. Cependant, dès que j'écoute Georges Brassens, ça me met dans un état où très peu de chanteurs me mettent parce que c'est sa voix. Donc, un trait de plume, c'est une voix. Il y a des dessinateurs dont la voix est vraiment unique. Et là, tous ceux que j'ai évoqués, à mes yeux, sont irremplaçables.